Salut, c'est Guillaume Canet. Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Avis Désastreux, le podcast aux opinions discutables mais qui pourtant les assume. Je suis dans une énergie absolument folle, on enregistre à 1h moins le quart du matin et pourtant il y a une énergie folle, et ça je vous le dis d'emblée, c'est parce que je sors de The Substance et on va en parler. Margot, t'en as pensé quoi ? Tu ne peux rien dire, tu ne l'as pas vu. Je suis surexcité. Je suis prise en otage. Bref, sortez-moi de là. donc Cannes, jour 6, saucisse, insupportable. Bref, je suis aujourd'hui accompagné de Margot, enfin. Bonjour Margot, on applaudit. Bonjour Robin, merci. Contente d'enfin t'avoir sur le podcast. Après avoir eu les garçons, il fallait quand même que je t'aie parce que sinon c'était pas très paritaire tout ça. C'est bien vrai. Puis c'est pas comme si ça faisait 6 jours qu'on était dans la même coloc aussi. Oui, c'est vrai. Bon, après t'avais vu aucun des films dont on a parlé, donc c'est faux. C'est entièrement faux. Comment ça va ? Comment ça se passe Cannes là cette année ? Bah, on est là, hein. On est là. On est là, c'est déjà beaucoup. Oui, je te retiens pour aller dormir, je suis désolé. Bon, comme d'habitude, je vais lire du coup ta bio Twitter. Rédac chef de On se fait un ciné, c'est quoi ça, On se fait un ciné ? Un ciné, c'est un site de critique, interview, rétrospective sur le cinéma. Et c'est ce que tu viens représenter en tant que presse cette année. Absolument. Et depuis déjà 2 ans que tu fais ça. Oui. Exactement, voilà. Vous savez mieux que moi. Oui, c'est bizarre. Tu fais aussi le podcast Documenton. Oui, qui est un podcast du coup spécialisé dans les, attention, documentaires. Alors personnellement, je l'avais absolument pas, donc je pense qu'on est Je t'ai un peu aidé. Ouais. Un indice en bas de votre écran. Cinéphile, plein de projets. Oui, enfin, alors moins cinéphile, mais toujours avec plein de projets. Ah, ça c'est beau. Et 29Y. Oui, j'attends les aides. Ah ça, Z, c'est moi, c'est ma génération. Bref, Margot aussi... ça va Non, mais je dis pas que c'est pas ta génération, je dis juste que c'est la mienne. Si tu veux être dans ma génération, vas-y. Oui, merci. Voilà, on t'intègre, y a pas de souci. Franchement, le fauteuil est bien chaud. C'est parce qu'il est chauffant un petit peu, j'ai acheté ça pour l'appart, tout ça. Bref, je vais trop loin. Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler de 2 films. Je vous avais dit que peut-être un troisième, mais... Disons que pour le second, il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous allons tout d'abord commencer par... C'était une petite attente. C'est le retour de Claude Barras qui avait réalisé en 2015-2016 Ma vie de courgette, oui. Et qui revient cette année avec un film qui s'appelle Sauvage, un film alors non, qui ne parle malheureusement pas du parfum de Dior, mais qui parle plus de... Bah tiens, de quoi ça parle, tiens Margot, allez, c'est toi que je te lance. Alors, ça parle de déforestation et en gros, donc on suit... alors, j'ai plus les noms des personnages en tête, évidemment. Un enfant. Donc, nous suivons un enfant avec son papa, son cousin, dans une forêt d'Asie du Sud-Est qui, alors c'est vrai pour le coup, qui est sujette à la déforestation, notamment pour la culture d'huile de palme. Et du coup, il va rencontrer des habitants là-bas qui sont dans la forêt, qui vivent toujours là depuis des décennies dans cette forêt et qui vont se battre contre les géants qui veulent absolument détruire cet endroit-là. Et en parallèle, tu parlais de sa famille, il va se reconnecter aussi à ses origines familiales. Ça va être l'occasion à la fois de tant participer au combat que des origines familiales. Donc, Margot, toi tu l'as vu hier du coup. Alors toi tu l'as vu en plus très bien accompagné. Avec, oui. Alors ils étaient tranquilles ou pas les enfants avec qui tu étais ? Alors il y en avait juste une rangée qui était chiante avec un gars. Elle a dit les termes. Oui, totalement. À un moment donné, quand t'as un gamin qui a décidé d'allumer sa lampe torche de son téléphone pour faire je ne sais quoi, et que t'as quand même 3 surveillants qui ne disent rien, ça casse les couilles. J'ai bipé le C-word. Mais sinon, à part ça, le film en lui-même, t'as bien aimé de ce que j'ai cru comprendre ? Oui, alors déjà, moi, Ma vie de courgette, c'était un de mes films préférés à l'époque où c'était sorti. C'est super, Ma vie de courgette, vraiment. C'est vraiment génial. Mignon et dur à la fois. Et du coup, dans Sauvage, en plus, il reprend la même esthétique. Oui. Voilà, des personnages. Donc, du coup, c'est très très chouette parce que tu as l'impression de revenir un petit peu en terrain connu. Du coup, c'est très agréable comme sensation. Et en fait, moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est que il prend des sujets quand même assez forts. On avait dans La vie de courgette tout ce qui était adoption, abandon, famille, etc. Famille d'accueil, oui. Famille d'accueil. Il prend d'un regard enfant, mais sans jamais infantiliser en fait son sujet. C'est-à-dire que il te met à hauteur d'enfant à chaque fois. Du coup, on suit à chaque fois un enfant, mais il va te parler de sujets extrêmement compliqués, même les images. Moi, je me souviens dans Ma vie de courgette, ce moment, il y avait beaucoup de violence au début notamment, et tu l'as aussi dans Sauvage.
En hors-champ, mais comme enfin, hors champ, même vers la fin, enfin, sans tout dévoiler, mais voilà, il y a quand même des scènes, c'est-à-dire à aucun moment ça va être. c'est à hauteur d'enfant, mais ça édulcore pas Ouais, la violence voilà, des images. c'est ça, c'est pas tu vois, pas un dessin animé ou un truc où c'est assez fun. T'as toujours cette phrase un peu bateau qui est de dire ça parlera autant aux enfants qu'aux adultes. Mais pour le coup, chez lui, ça fonctionne très très bien. Ce que j'avais beaucoup aimé aussi, c'est que autant dans Ma vie de courgette, visuellement c'était très très chouette, mais c'était un cadre très carré et pas forcément foisonnant en termes de détails, même si c'était déjà très très bien. Là, je trouve qu'il pousse les curseurs encore plus loin, parce qu'on a vraiment énormément de plans du coup dans ces forêts. Enfin, je trouve qu'il y a le sens du détail et beaucoup plus approfondi et beaucoup plus généreux en fait. En termes d'animation, ça permet d'explorer beaucoup plus de lieux et donc du coup avec ça au niveau de l'animation ça suit également. C'est vrai que le film est beaucoup plus généreux que par exemple comme tu dis une vie de courgette qui va se concentrer sur grosso modo c'est pas vraiment l'orphelinat, c'est enfin comment dire, la maison, c'est le gros manoir où est-ce qu'ils accueillent plein d'enfants, donc on reste là-dessus. De temps en temps on fait des sorties scolaires mais on reste là où dans du coup Sauvage, vas-y, on va explorer la forêt et on te la fait explorer à plein de niveaux différents et sur ça le film voilà, plein de détails, etc. Tant qu'on est sur l'animation, alors c'est un peu con mais là franchement je l'avais pas ressenti avec Ma vie de courgette, ça garde l'animation mais je sais pas pourquoi ça m'a fait énormément penser au studio Laika. Alors peut-être un petit peu à cause de Monsieur Link, du coup je vois ce que tu veux dire, mais voilà, mais en vrai en termes d'animation c'est une stop motion qui a vraiment sa propre patte et sur lequel je trouve pas qu'il s'est particulièrement amélioré en termes d'animation, mais comme tu dis, c'est au niveau de la palette de lieux et de personnages qui vont te faire rencontrer. Oui, même dans les émotions, j'ai trouvé que tu avais... tu vois, par exemple, dans La vie de courgette, on n'était que sur des enfants, enfin des êtres humains. Mm-hmm. Enfin, des hommes et des femmes, alors que là on a aussi des animaux on a un petit orang-outan qui est absolument trop kiki. Et pareil, je trouve qu'il joue très bien les émotions sur ces animaux-là, alors que c'est pas quelque chose que tu as forcément facilement dans les films d'animation, et je trouve qu'il le fait vraiment très bien. Et oui, de toute façon, je pense pas qu'il cherche ou quoi à s'améliorer dans l'animation une fois qu'il a trouvé la patte, et je trouve que ça fonctionne très bien parce que franchement, on te dit pas que c'est Claude Barras, tu vois le film, tu sais que c'est celui qui a fait Ma vie de courgette, et c'est ça qui... Ouais, et puis en vrai, tu parlais des animaux, l'animation est grave cool. Puis même en dehors de l'animation, pour revenir sur ce que tu disais au niveau des enfants, c'est que je me suis fait la réflexion de temps en temps durant le film, c'est que des fois, il y a des plans qui sont extrêmement explicites et tu te dis, waouh, putain, je comprends. Par exemple, tu as un plan tout con de... tu vois le village de la tribu dont j'ai plus le nom, et dans le même plan, tu vois une ville très moderne, etc. Et genre... tu comprends instantanément ce que le film veut te raconter, tout ça. Mais de l'autre, il y a beaucoup de mise en scène dedans. Ce que je me dis, c'est que du coup, c'est pas que c'est pas subtil, mais c'est que vu que c'est à hauteur d'enfant, les enfants, en un clin d'œil, ils peuvent comprendre directement. Et je me trouve ça super de pouvoir ne pas tout passer par le dialogue, mais aussi par la mise en scène, et que ça soit suffisamment clair pour eux. Et ensuite, en termes d'histoire, c'est les thématiques, il y a des thématiques un petit peu encore sur l'abandon, sur le fait de vivre sans parents ou dans une famille monoparentale. Oui, il y a toujours le côté familial qui ressort, et qui en plus déjà dans Ma vie de courgette, qui est déjà assez dramatique, je trouve encore plus dramatique dans celui-là, et plus exploré, et aussi plus intéressant parce qu'il ancre quand même tout son histoire dans un folklore et dans des origines bien précises. Des croyances. Ouais. Oui, parce que de ce que j'avais lu, j'avais regardé un petit peu après ce qui s'était dit sur le film. Tu sens que Claude Barras, il aime ce sujet-là, et il voulait vraiment faire en sorte que ce soit proche de la réalité. Et j'avais lu qu'il avait travaillé, qu'il avait été conseillé auprès de cette tribu-là qui existe bel et bien. Et d'ailleurs, nous, quand on avait fait la séance, le réalisateur était là, et il y avait des membres de l'équipe qui étaient venus, et des gens deux ou trois, qui faisaient partie de cette tribu-là, qui étaient venus en habits traditionnels et tout. Et même, je trouve ces messages-là étaient vraiment ultra forts. Et tu as aussi ce message à la fin où il a même créé un site pour pouvoir soutenir, continuer dans la lutte, etc. Donc là, tu sens que ça va bien au-delà juste du film d'animation que tu veux faire pour les enfants. C'est vraiment quelqu'un qui cherche à sensibiliser de A à Z. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il profite... il y a tant le message écologique que tu vois très vite arriver, que toute la relation qu'il va faire avec la famille. Et du coup, c'est pas un film qui n'a qu'un seul sujet, ce qui est souvent le cas dans les films d'animation. Il y a différentes couches de lecture.
Mais là, dans celui-là, c'est le cas. Donc voilà, un film que vraiment très mignon, très agréable. J'avoue quand même avoir une préférence peut-être pour Ma vie de courgette parce qu'il y a des thématiques qui me touchent un peu plus et je trouve que la manière dont il fait, voilà, ça reste un très bon moment malgré tout. Et donc ce qui est super, c'est que la date de sortie, ça sera le 16 octobre 2024, donc c'est pas pour de suite. Ça passera probablement par Annecy, j'imagine. C'est prévu, ouais, c'est Ouais. prévu. Bah du coup, Julie en reparlera pas derrière. Je t'envoie déjà du boulot. Mais bref, voilà. Oh, le patron tyrannique. Je suis pas un patron, je les paye pas. Donc à partir de là, il me manque le truc. Bref, voilà, donc Sauvage, de toute façon, vous risquez d'en entendre parler, ça va faire un petit peu de bruit, je pense qu'avec les avant-premières, voilà, donc c'est très sympa. Margot, merci d'être restée jusqu'ici. Avec plaisir. J'espère quand même qu'on pourra te revoir pour une émission entière. Évidemment, il reste encore une semaine. Il reste encore une semaine, putain. Oh là, je l'ai. Alors attention. Non, mais attendez, c'est cool, Cannes, mais alors là, c'est fatigant. Mais non. Et en plus, demain, mon truc est à 10h30, donc ça va, je suis tranquille, je vais faire une petite nuit de plus de 5 heures. Pouah, la grande nuit que je vais me taper là. Waouh. Mais il ne reste que 2 jours à se lever pour la billetterie. Parce que samedi, pour le moment, ils sont toujours pas prêts ils ont toujours pas mis les faut trucs. pas trop leur en demander non plus. Non, faut pas, ouais, voilà. Bref, merci Margot, à une prochaine. Des gros bisous. Bisous. Bref, maintenant qu'on a parlé de ce petit film. Non, je déconne. Mais bref, maintenant qu'on a parlé de Sauvage, il est temps de parler d'un autre film, le S. Et là, maintenant, j'appelle le L, c'est le S. Louane, viens en face de moi. Il faut qu'on parle. Alors, c'était pas une séance de minuit, mais pourtant l'ambiance était délétère. Louane, on va faire un truc qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'on enregistre cet épisode à peine 1 heure après la fin du film. Oui. The Substance, du coup, le nouveau film de Coralie Farja qui avait déjà fait Revenge, dont je vous avais parlé dans l'épisode 0. On le dit directement, il y a eu une euphorie en salle de presse. Maintenant. On a rarement vu ça. Comment ? Même encore maintenant. Et même encore maintenant, on est encore porté par cette euphorie. On vient de se prendre une baffe. Oui. Là, franchement, on a notre palme, hein, disons-le. Bon, il faut quand même qu'on parle un petit peu du film. Grosso modo, The Substance, ça raconte l'histoire de Demi Moore, qui est une actrice qui est sur le déclin parce qu'elle est vieillissante et son producteur lui dit « À partir de 50 ans, tu vaux plus rien ». Et il y a une mystérieuse boîte qui lui dit « Hey, si tu veux, nous on peut te faire revivre ta jeunesse, juste c'est 1 semaine sur 2, et tu vas voir, t'as un double de toi qui va se faire, et vous alternez 1 semaine sur 2, et puis voilà, t'inquiète, ça va bien se passer. Par contre, t'as 3 règles à suivre, sinon ça va partir en couille. » Et vous doutez bien un petit peu de ce qui va se passer. Voilà, ça c'est le pitch. Bon, Louane, film de l'année peut-être ? Je sais pas. Vas-y, commence. En tout cas, moi, je suis venu à Cannes pour chercher ma séance irréversible. Cette séance où les gens peuvent ressortir offensés, mais cette séance qui va choquer un peu tout le monde. Et j'en suis ressorti choqué et j'ai l'impression que tout le monde a suivi un peu le mood. Moi, c'est un film que j'attendais beaucoup, mais dont j'avais aussi beaucoup de peur. Parce que on pouvait sentir rien que dans le pitch une certaine influence de beaucoup d'œuvres qu'on connaît. On peut citer déjà des Cronenberg, des Cronenberg, des trucs comme ça. Cronenberg, c'est la référence évidente quand tu entends parler du film, et même quand tu le vois, voilà, que ce soit. Oui, voilà, on sait qu'on va avoir du body horror, on sait qu'on va avoir une touche de Cronenberg. Et le truc, c'est que moi, après, j'ai mes petites influences perso qui m'ont forgé. Coralie Farja. Comme Coralie Farja, exactement. Parce que j'avais découvert il y a quelques années à Gérard Armé, quand c'était la plateforme en ligne, et donc du coup, on pouvait en profiter. Vive le confinement pour ça. C'était Body Water, un film coréen, qui expliquait, qui parlait aussi de jeunisme, et notamment du fait que, il y a une actrice qui, un peu vieillissante aussi, va se mettre une crème sur son visage pour rajeunir. Pareil avec des règles, et sauf qu'au bout d'un moment, elle va finir par pas respecter les règles, et son rajeunissement va se transformer en vieillissement. Donc ça, c'est le pitch de Body Water. Moi, j'aime beaucoup aussi un film qui s'appelle Dr. Jekyll et Mrs. Hyde, où c'est en fait un mec qui va par moments, comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, se transformer pendant la nuit ou pendant le jour en une femme. Sauf qu'en fait, là, on va avoir ce même principe qu'il y a aussi dans ce film de Coralie Farja, c'est-à-dire que à un moment, son double féminin va prendre un peu plus de temps qui était prévu par rapport au changement, et donc du coup, ce qui va tout décaler et causer des conséquences. Mais sauf que là, on était beaucoup plus dans une comédie dans celui-là. Et donc du coup, j'avais déjà ces influences en tête avant même de voir le film.
Et j'avais très peur justement qu'on reste sur ces influences et qu'elle aille jamais plus loin. Le truc avec The Substance, c'est que là où on pense que Corey Farja va s'arrêter, elle ne s'arrête absolument jamais et on entre dans quelque chose de absolument jouissif, galvanisateur, un truc qui, filmé avec une certaine froideur, aurait pu, je pense, diviser beaucoup plus, mais elle le fait avec le côté pulp et pop qu'on retrouvait dans The Revenge, qui fait que voilà, c'est une exaltation. Il y a des gens qui criaient, il y a des gens qui s'applaudissaient pendant même le film, pendant même le gros climax qui dure quand même très très longtemps et qui, comme je dis, ne s'arrête jamais. Non, il y a un truc vraiment, on teste la limite qu'on peut avoir avec le gore, notre limite avec le gore quand même on est fan. Ouais, justement, je vais rebondir par rapport à ça, c'est que quand vous entendez le pitch de base, déjà, bon, vous voyez un petit peu les grosses lignes qui vont se dessiner, mais surtout, vous dites, ok, c'est un film qui, si tu veux aller à l'essentiel, si tu veux vraiment ne pas avoir trop de gras ou, je sais pas, quelque chose de très fort, tu fais un film court de 1h20, 1h30, tu vois, Revenge c'était 1h40, je me dis, tu vois, elle aurait pu enlever un petit peu, mais voilà, Revenge c'était une ligne droite, etc. Là, quand le film commence, et ensuite tu te dis, mais attends, le film fait 2h20, comment elle va tenir ces 2h20 ? Bah, comme tu le dis, elle va prendre les potards, elle va les pousser, mais à un niveau. Ah oui, non, c'est du jamais vu. C'est fou. Du jamais vu, je sais pas, je connais pas assez, mais. À ce niveau-là, quand même, là, dans le gore. Même, elle a poussé un truc. J'aimerais rajouter deux choses. C'est que il y a une mise en scène qui est extrêmement. Enfin, qui est criard, très tape à l'œil. Ce qui, au début, me dérangeait, notamment par son utilisation des inserts. Alors, les inserts, c'est les très gros plans. Et là, dans le film, oh, putain, durant la première heure, elle t'en fait, mais alors tout le temps. Et au bout d'un moment, il y avait une sorte de saturation. Sauf que. En fait, ce côté jusqu'au boutiste, et c'est vraiment ce qu'est le film, enfin c'est vraiment son énorme point positif parce que vu qu'il est jusqu'au boutiste, vous prenez absolument tout et bah voilà, c'est jusqu'au boutiste dans le gore, dans le viscéral, dans le méchant, dans le cruel envers ces personnages qui vont souffrir et des fois c'est atroce et même faut dire nous aussi on souffre avec en termes de body horror ce qu'elle fait. Enfin ce film, je le dis, c'est un futur film culte, c'est sûr. C'est un futur monument du body horror. Dans 30-50 ans, on en parlera en disant s'il y a une référence du body horror, on va te citer des films comme La Mouche et ce film fait énormément penser à La Mouche dans justement cette manière d'aller jusqu'à un extrême, mais le film va encore plus loin en disant... fait, c'est un film vraiment qui a ses influences, qui en a plein, qui pioche partout. Il va citer beaucoup, mais qui les digère en fait. C'est juste, il prend ses influences, il les digère, il les parsème. Et t'as Corey Farja qui, dans son truc avec les inserts, pour vous illustrer un petit peu les inserts, faut se dire que c'est du Nicolas Winding Refn qui essaye de faire du clip pour MTV. En gros, c'est un peu ce genre de truc dans les inserts. Alors, on faisait aussi beaucoup dans Revenge. Mais en fait, on a ce melting pot d'influence qui va nous mener jusqu'à 2h20 qui ne possède aucun gras. C'est ça que je trouve hallucinant dans le film. Mais qui en même temps, on a Corey Farja qui, avec ses inserts, avec ce style de mise en scène pulp, qui appartient qu'à elle, parce qu'en seulement 2 films, elle a réussi à se créer quand même une certaine identité où, voilà, là tu me mets un 3e film dans 2 ans sans me dire c'est qui réalise, je serais capable, je pense, si elle réutilise les mêmes codes, de savoir que c'est elle, quoi. Oui, complètement. On voit de ce qu'elle a mis dans Revenge, elle le pousse encore plus dans... C'est ça, ouais. Elle récupère même la scène où il y a la course-poursuite dans les couloirs, où on perd le truc. Ou la scène du pied, quand il retire le bout de verre de son pied, là dans ce film, plusieurs fois, il y a des gens qui se retirent des choses de leur corps. Oui, c'est dégueulasse, vraiment, c'est un film dégueulasse. Mais oui, non, il y a un truc qui... C'est assez passionnant en fait de se dire, et je ressens ça aussi avec une personne comme Julia Ducournau, etc. C'est assez passionnant de se dire que à notre jeune âge, parce qu'on va pas se le cacher, nous sommes quand même assez jeunes. On a moins de 25 ans. Voilà, c'est ça, qu'on est en train d'en fait de vivre un souffle du cinéma où on voit des réalisateurs et des réalisatrices évoluer et on grandit en même temps avec leur œuvre et on les voit mûrir aussi, eux, de leur côté. Parce que j'ai ressenti ça avec Grave et du coup après avec Titan, de voir une réalisatrice reprendre les mêmes codes qu'elle a fait dans Titan, mais pousser jusqu'à leur paroxysme. Et ici, d'une manière différente, voir une réalisatrice faire un film qui s'appelle Revenge, qui est un film complètement inégal, mais qui, de son côté frais, en fait, paraissait et est devenu culte pour une certaine veine. Et là, voir que ce premier essai lui a permis de faire un film comme The Substance qui...
Tu me l'as dit en fin de séance, ce n'est pas sans défaut. Ça, c'est... Non, mais oui, mais, voilà. mais après, j'ai envie de dire, est-ce que tout grand film n'a pas de défaut ? Non, je Mais pense c'est parce pas. qu'en fait, elle pousse tellement tout à fond qu'il y a des choses forcément qui passent beaucoup moins. Mais il y a aussi, on en parlait parce que du coup, comme on dit, on vient de sortir de la séance et on en a parlé sur le chemin du retour. Il y a quelque chose qui est fou. Alors bon, déjà, elle a mis du temps à revenir, elle a bien fait. Il y a eu 7 ans entre Revenge et du coup ce film-là. Mais surtout, ça veut dire que c'est fou la liberté qu'elle a eu, que les boîtes de prod, et en plus c'est pas n'importe qui, c'est Metropolitan, donc c'est pas la petite boîte de prod quand même. C'est fou que C'est pour le distributeur. oui, pardon, oui. Sinon, c'est des petites boîtes de prod, il me semble, américaines, indépendantes. Ah bon, voilà, mais mine de rien, c'est quand même fou que pour un second film, elle ait réussi à pouvoir imposer cette vision-là, à pouvoir sortir ça et pouvoir être validée. Et voilà, et tant mieux. Par contre, aussi, autre chose qui nous surprend, c'est très surprenant et heureusement que c'est en compétition, mais vraiment c'est tellement, ça détonne tellement de ce qu'on a l'habitude de voir à Cannes, à part à certains moments, tu le disais tout à l'heure, Titan forcément c'est l'un des derniers grands exemples marquants autour du cinéma de genre et de cette manière-là de l'aborder. On a eu évidemment Cronenberg qui est venu des années, on pense à Crash oui. par exemple, mais c'est fou quand même de réussir à faire ça. Et Moi, ce que je trouve vraiment assez revigorant, c'est de voir un mec comme Thierry Frémaux tenter de mettre du bis, de mettre de la grosse dégueulasserie à Cannes. On sent que ça devient quelque chose d'assez récurrent quand même. Margot a vu Sister Midnight plus tôt dans la journée, qui est pareil, quelque chose qui touche un peu au gore et qui touche un peu au film de genre. Là, on voit The Substance. On a eu Titan il y a quelques années. Même un film comme Emilia Pérez, des trucs comme ça, c'est des films qui touchent au genre, qui s'approchent. Tu parlais de La jeune femme à l'aiguille, pareil, c'est une sorte de film d'horreur en somme. Il commence vraiment à avoir à Cannes une sorte de changement où on commence à voir vraiment des choses qu'on n'a jamais vues avant. Parce qu'on a parlé dans le podcast de Megalopolis, c'est pareil, c'est un film qui sort un peu de l'ordinaire. J'avais cette image, parce que moi c'est mon premier Cannes, du Cannes avec 2 surprises sur 20 films, où il y avait 2 films qui sortaient du lot et puis c'est tout. Là, depuis le début de la compétition, qu'on soit client du film ou non, on ressort quand même avec des choses qu'on a rarement vues avant, quoi. Et justement, ces films un peu plus classiques qu'on peut voir, ils nous paraissent chiants maintenant. je suis pas trop d'accord parce que du classique, quand il est bien fait, ça reste quand même bon. Hein. Oui, non, mais je sais, mais c'est... En fait, il y a tellement maintenant une sorte de diversité dans la compétition qu'on sent que les gens, depuis quelques jours sur Twitter, ils commencent à se diviser Oui. et à trouver ça limite nul ou limite trouver chef-d'œuvresque. Mais ils commencent vraiment à avoir une telle diversité, que ce soit à Cannes ou même dans nos salles de cinéma, qu'un film comme The Substance, je suis là et je suis étonné en fait de voir ça. Et à la fois, j'ai envie de le normaliser. Ouais, je comprends. J'aimerais juste Il y a d'autres choses que j'aimerais aborder. Alors, tout d'abord, il y a ces références que je trouve vraiment pertinentes, que ce soit Shining. Je pense que si elle cite autant Shining, c'est pour une scène, c'est la scène de la chambre 237 avec la femme dans la baignoire. Évidemment, oui. Voilà. Et Lost Highway, sur ce changement un petit peu, je trouve que c'est hyper pertinent. Lost Highway, c'est le temps d'un plan, mais il y a un plan qui fait, pour moi, l'autoroute, oui. qui fait directement allusion à Lost Highway. Donc, c'est ça qui est cool, c'est que elle fait des références, mais c'est jamais gratuit. C'est que vraiment, à chaque fois, ça vient faire allusion ou c'est annonciateur du film et je trouve que c'est pertinent. Il y a aussi autre chose, ça fait partie des gens qui n'aiment pas le film, c'est le mal gaze, je le mets entre gros guillemets, la manière dont elle filme ses actrices, notamment Margaret Qualley, qui alors là en ce moment elle est en train d'enchaîner les trucs. Depuis le début de l'année, on l'a vu dans Poor Things, dans ce film de merde, la Drive Away Doll. On l'a vu hier dans Kind of Kindness, et là aujourd'hui dans ce Substance. Et là, franchement, elle enchaîne les trucs, mais elle faisait déjà dans Revenge. Mais là, en fait, vu que le film parle d'une sorte de renaissance et aussi d'idéaliser la femme parfaite, je trouve que ça va. Mais je comprends qu'on puisse avoir du mal. Les retours négatifs, oui, vas-y. Je suis vraiment pas d'accord avec ce que tu dis, parce qu'en fait, je pense juste que Cory Farja adore filmer le corps de femme, parce qu'elle aime la femme, parce que dans les premières minutes du film, la façon dont elle filme Demi Moore, justement, une actrice qui a été oubliée et là qui revient au cinéma parce que ça fait très longtemps qu'on l'a pas vue en salle. Et en plus, elle a un rôle génial, vraiment. C'est ça. Et la manière dont elle la filme dans les premières minutes avant de mettre les choses en place, parce qu'il faut quand même qu'elle la mochifie, comme on dit,
qu'elle l'enlaidit pour essayer de justifier justement sa décision de prendre cette substance. Mais dans les premières minutes où on la voit, la façon dont elle le filme, dans la façon dont elle filme son corps nu en fait, c'est pas une vision d'homme. Parce que la vision d'homme qu'elle met justement, c'est la vision crasse de la façon dont elle filme tous les hommes, c'est-à-dire en grand angle. Ils sont déformés, on voit pas totalement la totalité de leur visage, ou quand on la voit, elle est... ils sont monstrueux, ces hommes. Et ridicule. Et ridicule aussi. Et ça, c'est vraiment... Et c'est pour ça que l'argument du Man Gates, qui je suis sûr va retomber à un moment donné, je peux pas la concevoir. Enfin, au bout d'un moment, c'est une femme qui aime filmer des femmes et qui, quand elle va surappuyer justement leur corps, c'est dans l'unique raison de dévoiler en fait un regard d'homme sur elle. Typiquement, quand Margaret Qualley se met à danser, à faire son premier show, et qu'elle filme son cul en insert de manière... Parce qu'elle faisait des dans Revenge d'ailleurs. C'est ça, mais de manière hyper salace, mais même dans Revenge, hein, de manière hyper voyeur, vas-y, regardez bien son cul. Et bah tu sens que c'est pas son œil à elle, c'est l'œil des hommes qui entourent justement Margaret Qualley. C'est pas gratuit, c'est au propos enfin c'est justement au service d'un propos. Oui, voilà. C'est ça, non mais c'est parce que quand ils sont chez elle et que par exemple elle filme Margaret Qualley en train de naître et qu'elle filme son corps nu tout luisant en train de sortir, là c'est pas la vision d'homme, c'est la vision de Margaret Qualley en train de se découvrir en fait. Et à côté, quand elle filme Demi Moore nue devant son miroir, il y a c'est plus sa réalisatrice qui parle en disant meuf, t'es encore belle. Et c'est ce genre de vision que je trouve dans le film qui moi je trouve à la fois beau et à la fois il y a ce côté putain les hommes quand même. Non mais franchement, c'est un super moment. Si vous avez des gag réflexes, bon, ça risque d'être compliqué, surtout que, comme on le dit, c'est un film jusqu'au boutiste. On est d'accord, c'est une palme. C'est une palme. Pour nous, en tout cas, c'est une palme. On peut vous le dire en séance presse. Les retours sont dithyrambiques. Vraiment, ça applaudit quasiment jamais en séance presse. Donc déjà, quand ça applaudit au sein de la séance, c'est que c'est pas mal. Là, ça applaudit plusieurs fois de suite. Ça a rendu ça a même crié. Hein. Quoi ? Ça a même crié. Ça a rendu fou les gens. Donc, à voir comment il évolue, à voir les retours que vous allez entendre. Voilà, on n'a pas encore de date de sortie française, mais clairement, on vous en reparle. Je ne sais pas s'il est dans la sélection des pâtés qui repassent là les 4 premiers jours, mais waouh, quel film! Moi, si je peux terminer, je vais dire ce que j'ai dit moi à la sortie de la séance. Je te laisse finir là-dessus. Parce que c'est un film en fait qui au départ est, comme on l'a dit, avec des inserts, etc., très sexy, et qui à la fin part en bisserie, forcément. Et à la sortie de la séance, j'ai fait c'est quand même fou que sur 2h20, avec du sexy et de la bisserie vraiment dégueulasse, et nous en tant que spectateurs, on est la trique. Voilà, et je dis pas ça en tant qu'homme, hein, c'est juste en termes d'adrénaline. Voilà. Il y avait une euphorie de fou. Et une euphorie pendant tout le film, et on le ressent, et on ressort avec une excitation qui... J'ai rarement vécu ça, quoi. On assiste à quelque chose. Et on espère que le jury cannois en aura conscience et pourra le récompenser à sa hauteur. Avec Furiosa en hors compétition, on a vécu la naissance d'un mythe, et ici on vit la naissance d'une grande réalisatrice à en devenir. Ah ouais, Coralie Farja, je ne sais pas si vous nous entendrez, mais en tout cas, félicitations pour ça. Et profitez parce que là, vous allez être sur une autoroute de kiff avec tout ce qui va arriver de bon pour votre film. Hein. La Lost Highway, comme on dit. La Lost Highway. Bref, merci Louane d'être revenu pour enregistrer cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. On se retrouve demain pour... Alors, je sais pas, parce que demain, je vais pas voir beaucoup de films, parce que justement, je vais assister à la conférence de presse du Farja. Puis ensuite, j'ai la Palme d'Or d'honneur de Gibi. Bon, au pire, je vous en parlerai. En attendant que l'eau revienne, allez voir des films. Et surtout, n'oubliez pas... Parce que si vous l'oubliez, on est là pour vous le rappeler. Le pire avis qu'on puisse avoir, c'est lequel, Louane ? Celui qui n'aime pas The Substance. C'est celui qui n'a pas The Substance. Allez, des bisous et à demain. Salut. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi, j'ai bien envie de le dire. Monde de merde.